Yo, c'est Kamen Rider. La forme? Bon, on a suivi donc le développement du Kickstarter, on a regardé la démo, on a regardé aussi les ajouts qu'il y aura dans le jeu. Maintenant, il est temps de voir ce que vaut Venus Blood Frontier dans son intégralité. Donc, j'ai enfin fini le jeu, et je suis en forme pour en parler. Donc, j'espère vous renseigner et vous donner suffisamment d'informations pour savoir si ce jeu est fait pour vous ou pas. Pour commencer, le jeu est un visual novel, donc il y aura beaucoup de lecture. Ah, et second point aussi, le jeu est uniquement disponible en japonais ou en anglais, donc si vous parlez pas une de ces deux langues, malheureusement, je pense pas que vous pourrez beaucoup en profiter. En tout cas, vous pourrez pas vraiment profiter du scénario. Le gameplay peut-être, hein, mais mieux vaut au moins parler l'anglais. Enfin, au moins savoir lire l'anglais. Le parler en soi, dans le jeu, ça vous servira à rien si vous voulez parler en anglais. Venus Blood Frontier est le 6e jeu dans la série des Venus Blood de Dualtei, ayant rencontré un très grand succès lors de sa sortie initiale au Japon, au point qu'il est le seul Venus Blood à avoir eu une suite directe. Il a été choisi pour être le premier à recevoir une sortie en Occident et une version traduite en anglais, qui sera donc Venus Blood Frontier International, sorti en 2019. Le jeu est disponible sur Steam dans une version tout public, vu que le jeu est à l'origine un jeu pour adultes interdit au moins 18+, étant donné qu'il contient des scènes de sexe explicites, et de viol, et de tentacules, et de guerre, et de violence, et il y a des héroïnes qui ressemblent à des petites filles. Il est aussi disponible dans son intégralité, sans aucune scène coupée, sur le site de Just USA et celui de Kagura Games. Entre autres, un patch existe sur le site de Just USA qui permet de restaurer la version Steam dans la version 18+, donc originale. Même si l'univers de Venus Blood Frontier s'inspire amplement de la mythologie nordique, il n'est pas nécessaire de connaître cette dernière en détail pour pouvoir profiter du jeu. L'univers étant suffisamment bien dépeint et détaillé pour qu'on s'y retrouve, et surtout le fait que ça s'inspire librement de la mythologie nordique avec beaucoup de déviations. Entre autres, Loki et Fenrir ne sont pas un père et un fils, c'est des cousins, et Fenrir est une meuf dans Venus Blood Frontier. D'ailleurs, beaucoup de personnages deviennent des meufs dans Venus Blood Frontier. Donc c'est plus de manière esthétique que Venus Blood Frontier s'inspire de la mythologie nordique, et au niveau de la nomenclature des noms aussi, ce qui fait que la plupart des noms sont absolument imprononçables. Donc le protagoniste est Loki. Non, j'ai dit qu'il y avait certains personnages qui changeaient de sexe, mais pas Loki. Mais ça c'est américain, ça n'a rien à voir, bordel. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Le protagoniste est donc Loki, un membre de la noblesse des démons. Il appartient à la maison Muspelheim, je dis que les noms étaient imprononçables, une maison déchue, ostracisée, qui s'est vu retirer beaucoup de ses privilèges dû au fait que le père de Loki a tenté de renverser le Dark Lord, le chef des démons actuel, et s'est fait exécuter pour ça. De ce fait, Loki a vécu une enfance très difficile, où même s'il était protégé par son statut de noble, les autres membres de la noblesse démoniaque appartenant à d'autres maisons l'ont constamment martyrisé et le tourmenté constamment. Du coup, il a vécu une vie très difficile, sans privilèges et seulement avec le statut de noble, mais sans les privilèges qui vont avec. Un jour, le Dark Lord actuel, Sutre, le grand-père de Loki, convoque tous ses successeurs potentiels pour leur demander de lui rapporter le cœur d'Yggdrasil, qui se trouve sur le continent flottant d'Yggdrasil. Et j'adore les îles volantes, les continents volants, c'est genre les trucs les plus classes dans les mondes de fantasy. Je m'égare. Celui qui lui rapportera le cœur d'Yggdrasil se verra couronné nouveau Dark Lord et sera donc son successeur officiel. Loki, en voyant l'occasion idéale de enfin prendre sa revanche, décide de participer malgré le fait qu'il manque cruellement de moyens et de puissance militaire et même de puissance personnelle, Loki étant le plus faible des héritiers du Dark Lord. De ce fait, il compte utiliser sa ruse et tous les moyens à sa disposition, dont entre autres le fait de corrompre les déesses gardiennes d'Yggdrasil pour s'en faire des alliés pour réussir dans sa quête. Si l'histoire peut paraître simple voire formulatique au début, il n'en est rien car au moment où les routes se divisent, elle prend un tout autre tournant et il se trouve qu'il y a pas mal de rebondissements qui rendent les choses intéressantes.
Mais l'histoire reste vraiment captivante du début à la fin, due à son protagoniste. Loki en est fait un excellent protagoniste, un personnage très gris, qui ne se laisse pas marcher dessus, malgré le fait qu'il soit un personnage faible au combat. C'est un personnage très fort narrativement, qui fait avancer les choses, qui trouve des solutions, qui est extrêmement pragmatique, qui est prêt à tout pour réussir, voire à accomplir les actes les plus odieux, ce qui le rend très intéressant, et qui pourtant a une certaine humanité, une compassion, étant donné que l'un de ses buts principaux est de libérer sa mère qui est emprisonnée dans une tour. De ce fait, Loki est un personnage assez fascinant et son développement de personnage, qui dépend donc du joueur, tourne autour du fait de est-ce qu'il choisira le pouvoir et de devenir un tyran impitoyable, ou est-ce qu'il choisira la compassion et de devenir de quelqu'un de meilleur, de plus bon, de plus lumineux d'une certaine façon. Un développement de personnage qui sera fortement lié à son interaction avec les autres personnages. Sa servante fidèle Fena, qui le connaît et qui s'occupe de lui depuis qu'il est tout petit. Le sniper mercenaire Garm, qui est le bro des bros de l'histoire, hein, qui est toujours là à le soutenir et à l'aider. Et qui est un loup, c'est votre truc. Les héroïnes aussi sont très attachantes, hein, donc il y a bien sûr Fena quand on en a parlé, mais les déesses, elles pourraient avoir l'air d'avoir une personnalité classique, ce qui est à peu près le cas. Du genre Tirka, c'est la naïve, mais avec une très forte détermination. Ygritte est beaucoup plus démure et timide. Thor, elle a le sang chaud, elle est très bagarreuse. Freya est très mature et essaye toujours de calmer le jeu, d'être plus diplomatique. Odin est hyper arrogante, pense que tout le monde c'est de la merde et fait ce qu'elle veut, voilà, c'est la chef. Donc ça pourrait avoir l'air d'être des archétypes, mais le système de call qui est mis dans le jeu, qui fait qu'il y a des events qui se déclenchent quand on interagit avec eux, leur donne mine de rien pas mal de profondeur, apprend à mieux les connaître en dehors de l'histoire, ce qui permet de libérer le temps d'histoire, permet de se marrer un coup, vu que du coup il y a beaucoup d'événements qui sont comiques et sans détraquer le ton sérieux de l'histoire, et donc ça les rend beaucoup plus attachantes, beaucoup plus charmantes. Et en soi, moi personnellement, il y a pas toutes les héroïnes, je les ai aimées à un moment. Et le fait qu'en plus elles aient des formes corrompues, donc qu'on peut débloquer quand on les entraîne, les rend encore plus attrayantes, vu que développent une nouvelle personnalité qui est quand même découle de leur personnalité normale, mais qui les rend aussi très intéressantes, beaucoup plus cool, et souvent voir le contraste entre leur personnalité avant et après corruption est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, surtout le changement d'interaction, leur façon de se comporter, c'était très intéressant à voir. Aussi dans les héroïnes, il y a aussi les cousines de Loki, qui sont aussi sympas, elles n'ont pas de forme corrompue, on s'attache assez rapidement à elles, hein. Genre il y a Fenrir qui est juste la chouin du coin. Chouin veut dire salope. Elle qui est sérieuse, toujours une meneuse et tout. Et il y a Jorm, la favorite de tout le monde, entre autres parce que c'est une Holly, mais aussi parce qu'elle insulte tout le monde, que c'est une sale gosse, que c'est une psychopathe, et qu'elle se fait souvent recte pour rien. Du coup c'est assez drôle de voir le contraste. Donc mine de rien, je dirais que c'est un jeu avec une histoire qui fait son taf, qui peut mine de rien être très surprenante selon la route que vous prenez, et surtout qui est avant tout porté par des personnages très intéressants et leur interaction vraiment qui les rend charmants. Donc VS Blood Frontier est un stratégie RPG. Le but de chaque chapitre est de éliminer toutes les armées ennemies, prendre la capitale et s'emparer de leurs ressources et de leurs biens, un peu comme les Américains ont fait avec les Indiens. Pour ce faire, il faut que vous formiez vous-même des escouades. Et pour ce faire, il faut recruter des unités. Donc j'en avais déjà un peu parlé dans mes vidéos où je jouais au jeu à proprement parler. Le système de VS Blood Frontier est complexe, on va dire, très complet surtout. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il faut savoir gérer ses ressources, il faut savoir quand recruter les unités, quelle capacité leur donner,
qui mettre dans quelle unité, et il y a plein de choses à prendre en compte, donc les médaillons qui permettent de recruter les unités, le rôle qu'ils auront dans l'armée, quel équipement leur donner, donc il y a vraiment beaucoup de choses, c'est vraiment très complet. Le tutoriel est malheureusement un peu naze dans le jeu, explique pas très bien tout en fait, donc ça c'est un point négatif malheureusement. Donc oui, une fois qu'on a formé son escouade comme on le veut, on peut donc attaquer un territoire ennemi et donc essayer de le conquérir. Le but bien sûr est d'éliminer tous les escouades qui se trouvent sur le territoire ennemi pour conquérir ce territoire ennemi, et aussi d'utiliser le reste des escouades pour défendre nos territoires à nous quand les ennemis les attaquent. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. En plus il y a même un système de capacité tactique pour les commandants du style Loki, donc les personnages qui ont un impact au niveau du scénario ont des capacités supplémentaires plus puissantes, qui utilisent des jauges de force. Il y a vraiment beaucoup de choses, donc rentrer dans les détails en fait prendrait beaucoup trop de temps, donc je pense que je vais vous rediriger plutôt vers la vieille vidéo où j'avais testé la démo pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne. Donc, il me semble que j'avais fait j'étais entré pas mal dans les détails, j'avais montré la plupart des choses, et si vous voulez que je dédie des vidéos à des points précis, ou juste que je fasse une série de vidéos pour expliquer en détail, vraiment point par point, le fonctionnement du jeu, vous avez qu'à laisser un commentaire, je le lirai, et s'il y a suffisamment de demandes, c'est-à-dire au moins 2, je me lancerai à corps et âme sur cette chose, essayant de rassembler les différentes informations et conseils, et donc de les transmettre le plus clairement possible lors des vidéos. Donc à part le système, le jeu est quand même, une fois qu'on le prend en main, très addictif et très fun. Il y a l'aspect vraiment stratégique et très poussé, on peut faire pas mal de trucs, des escouades diverses et variées, des fois assez surprenantes, rendre des unités très puissantes, il y a vraiment plein de choses très fun à faire, et le jeu encourage l'expérimentation, donc de ce fait il faut souvent sauvegarder pour revenir en arrière si on se foire, mais oui, le jeu est surtout pour prendre son pied, surtout qu'il y a beaucoup de niveaux de difficulté, et que ça peut aller très loin, et que finir les différents niveaux de difficulté à peu près jusqu'à au niveau de difficulté Berserk 3 débloque de nouvelles choses, donc des nouveaux médaillons, pourra donc recruter de nouvelles unités, ou même des nouveaux commandants, donc les unités qui possèdent des capacités spéciales et qui sont des personnages de scénario d'une certaine façon, même si à ce moment-là ils n'auront pas d'incidence sur le scénario, ça sera juste des unités bonus plus puissantes, ou même débloquer des nouvelles capacités pour les protagonistes. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, il est facile d'y revenir, donc n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires si vous voulez que je vous donne des conseils ou que je fasse des tutoriels sur le jeu. Moi ça me dérange pas concrètement. Donc maintenant parlons du contenu 18+. Je sais que c'est ce que vous attendiez, bande de pervers. Bon alors on va vite faire un aparté sur quand même la partie tout public, de la version tout public. Donc les scènes de cul ont été donc remplacées par des scènes de mesmérisation où Loki grosso modo lave le cerveau des héroïnes, ce qui avait été jugé comme trop violent pour Steam, vu que c'était contre le gré des héroïnes. Du coup apparemment la version Steam a des scènes où apparemment elles donnent leur consentement à se faire laver le cerveau. J'ai pas trop compris le truc. Bon, maintenant, passons à la version 18+, la version originale. Donc, de par la nature du jeu et surtout la nature de notre protagoniste Loki, donc qui est quelqu'un de pragmatique, qui est un démon, donc vraiment pas spécialement quelqu'un de sympa, il y a beaucoup de scènes de cul qui sont non consensuelles, d'ailleurs la grande majorité. Les scènes se concentrent tous sur le fétiche qui est propre à tous les Venus Blood, c'est les tentacules. Bon, vous savez ce que c'est, si vous avez vu certains hentai de Magical Girl, vous savez ce qui vous attend. Il y a beaucoup de variations, et chaque héroïne est associée à son propre fétiche. Genre par exemple Ygritte, c'est les fesses, Tirka... Tirka c'est tout et n'importe quoi en fait. Freya, étant donné qu'elle avait un mari, c'est un peu... il y a un petit aspect Netoli. Dans le cadre de Thor, on essaie de briser son honneur de guerrière en l'humiliant, donc c'est plutôt l'humiliation. Donc ça c'est pour les deaths. Les autres héroïnes qui ont des scènes de cul, donc Fena et les cousins, c'est variable, ça change
ça change tout le temps. Donc vous êtes prévenus, hein, c'est pas vraiment consensuel, ça le devient au bout d'un moment. Hein. En général, si elle tombe amoureuse de Loki, ben, la scène de fin de l'épilogue est complètement consensuelle et romantique. Si ben, elles se font corrompre, à partir de là, toutes les scènes deviennent consensuelles, vu que de toute façon, elles veulent sauter dans son pantalon. Personnellement, je trouve les scènes plutôt sympas, hein, je vais pas dire qu'elles sont rigolotes, mais bon, je les trouve émoustillantes comme ça. Bien sûr, faut avoir le fétiche des tentacules, hein, c'est à ça que s'adressent ces scènes. Et pas être gêné par le fait que c'est forcé au départ. Mais en soi, je trouve que c'est des choses intéressantes. Les dessins, les CG sont beaux, sont plutôt bien dessinés. On voit que c'est un peu vieilli, on voit surtout que ça n'a pas le même style que c'était habituellement, vu que il y a les nouvelles scènes qui ont été rajoutées suite au Kickstarter ont un style graphique légèrement différent, du coup on les repère assez facilement, surtout la couleur qui est beaucoup plus vive. Toutes les scènes qui ont été ajoutées sont très cool, en vrai. Ça rajoute plus de scènes pour d'autres personnages qui n'étaient pas dans le jeu à la base, donc certaines des unités que j'avais présentées lors de la vidéo dédiée aux unités qui avaient été rajoutées. Donc c'est forcément les filles qui ont les scènes de cul, c'est pas les mecs par contre. Et donc les personnages principaux qui ont eu des scènes rajoutées, il s'agit donc de Tirka, de Regret, de Thor, de Odin et de Jorn. Donc c'est juste pour vous prévenir, pour pas que vous soyez choqués. C'est le style plus moderne de Venus Blood, le style des derniers du style Venus Blood Lagoon. Donc pour conclure, ce que je pense du jeu, je trouve que Venus Blood Frontier est un jeu très sympathique, très intéressant. Il y a des personnages vraiment très attachants, qui ont un bon développement de personnages, qui sont rendus plus attachants de par le système. Le système de jeu est très addictif, hein. Si vous aimez les stratégies RPG, sérieusement, vous serez aux anges. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de moyens de jouer différemment, plein de différentes tactiques à utiliser, plein d'unités différentes à utiliser. Et les scènes de cul, les H-scènes, les scènes amoureuses, de tentacules et tout ça, sont franchement bien faits, très sympas, et rajoutent du piment à l'histoire, mine de rien. C'est vraiment c'est un jeu très sympa, et bon, c'est très cool qu'on l'ait vu sortir officiellement. Et en vrai, j'attends avec impatience la sortie des prochains Venus Blood. Apparemment, le prochain, ce qui compterait sortir serait Venus Blood Hypno, qui est aussi un Venus Blood. Forcément, il y aura des tentacules, mais il y aura aussi de la corruption. Alors, j'explique vite fait. Les Venus Blood à partir de Venus Blood Desire peuvent être divisés en deux catégories. Il y a les Venus Blood Corruption, donc dont fait partie Frontière et fait partie Hypno. Et il y a les Venus Blood Naissance, dont fait partie le jeu qui était avant Frontière Abyss, et le jeu qui est après Frontière Gaïa, dont certaines unités sont des références à d'autres personnages de Gaïa. J'en avais parlé donc dans la vidéo où je parlais d'une nouvelle unité. Dragon Maiden Mio, elle fait référence à l'héroïne de Gaïa. Et je me dis, ça serait quand même bien qu'au bout d'un moment, ils alternent un peu et qu'on n'ait pas que les jeux corruption, même si moi, j'aime beaucoup les jeux de type corruption, c'est même mon kiff suprême, je les préfère même aux autres. Mais je me dis, c'est bien un peu de varier, et puis les jeux de type naissance, où l'héroïne donc donne naissance à des monstres et qui sont les unités, ça peut être sympa, surtout que ça rajoute une autre dynamique au gameplay. Donc cette fois-ci, les héroïnes sont directement liées au fait d'avoir des bonnes unités. J'ai vraiment très envie de voir plus de Venus Blood, sérieusement, et si vous aimez donc les jeux de stratégie, RPG, sérieusement, foncez, hein, c'est un bon jeu, c'est un bon jeu. Malgré le temps qui a passé, il a plutôt bien vieilli. Vous pourrez vous éclater, et moi j'ai hâte de voir ce que Ninetale va sortir dans le futur. S'il y a un nouveau Kickstarter, je pense que je le soutiendrai, et je vous en parlerai, je vous tiendrai à courant. J'ai beaucoup aimé le jeu, et je pense même que c'est un de mes jeux préférés. Sur 10, je lui donnerai un 9. Il a ma Reader recommandation. Donc c'était Kamen Rider, j'espère que ça vous a plu, que j'ai pu vous renseigner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Sur ce, ciao, bye bye.